Je commence si vous voulez bien. D'abord, merci à mon patron de toujours, Christian Hervé, que je ne vois plus, et à Stanis Pérez, compagnon de route d'Histoire de la médecine, de m'avoir invité aujourd'hui. On va parler de médecine un tout petit peu plus fondamentale, si je peux me permettre, en tout cas de paléopathologie et des pharmacies. Tu peux parler fort, s'il te plaît. Encore plus fort, pas de souci. Donc mon nom est Philippe Charlier, je suis maître de camp pour l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines et depuis peu en poste au musée du Quai Branly. On va parler de pharmacos maintenant, c'est-à-dire des substances qui sont actives, et le sujet a été un petit peu défloré par ma collègue précédente. Ces substances peuvent autant traiter que parfois tuer, bien évidemment, et on va s'intéresser notamment aux cas paléopathologiques, c'est-à-dire aux cas médicaux et archéologiques de deux patientes du passé. La première, c'est Agnès Sorel, et la seconde, c'est Diane de Poitiers. Vous allez voir d'abord un tout petit peu comment l'étude paléopathologique a trouvé sa source, comment elle s'est passée, et notamment comment des poisons ont été mis en évidence, et quel type de poison, et s'agit-il véritablement de poison, ou bien d'autre chose. Première patiente, Agnès Sorel. Alors voilà ce qu'il reste de notre chère Agnès Sorel maintenant. Agnès Sorel, vous la connaissez, j'espère. Il s'agit de la favorite du roi de France, Charles VII. C'est la première favorite officielle, la maîtresse royale officielle. C'est-à-dire que les enfants étaient automatiquement légitimés, du moins c'était en tout cas largement facilité. Elle était rudement belle, hein. Elle était née en 1422, on ne connaît pas très bien son origine, vachement belle, vous ne pouvez pas trop vous en rendre compte sur cet état actuel. Vous allez vous en rendre compte un petit peu plus tard sur la reconstitution médico-légale qu'on a pu pratiquer. Donc il s'agissait pour nous, sur le plan archéologique, d'une sépulture secondaire, puisqu'elle elle est morte à Jumièges, en Normandie, de ce que son médecin Jean Chartier avait appelé un flux de ventre, c'est-à-dire une émission de liquide par un des orifices inférieurs. Donc chez nous, les hommes, il y en a deux, il y a l'urètre et il y a l'anus. Chez les femmes, il y a le vagin ou la vulve, et donc on ne sait pas très bien. Ce n'est pas un diagnostic qui est très précis, c'est une émission de liquide par un de ces trois orifices. Et ça l'a emporté de façon très rapide, en 48 heures à peu près, alors elle assistait au siège de Rouen par son royal amant, Charles VII, et puis elle est morte dans une petite dépendance d'une abbaye. Là, il a été pris la décision de l'embaumer très vite. Donc les viscères, une partie des viscères et le cœur sont restés à Jumièges, dans une dalle en marbre noir, qui plus tard, au gré des vicissitudes de la Révolution française, est devenue une pierre à découper la viande chez un boucher de Rouen. Et dessus, ce qui était très joli, ce qui a permis son identification par Mérimée, il y avait une gravure qui disait « C'est un peu de moi que je vous abandonne ». C'était une phrase dictée par Charles VII, qui était passablement amoureux, mais qui l'a remplacé quelques semaines plus tard par une cousine de Agnès Sorel dans son lit. La fidélité a ses limites que la raison connue. Ensuite, le reste du corps, donc embaumé, vidé et rempli avec des aromates, est lui allé à Loches, en Touraine, où il a été enterré dans un tombeau dans la collégiale Saint-Ours, son nom actuel. À l'époque, c'était l'église Notre-Dame. Tombeau qui a un petit peu embêté les chanoines pendant pas mal d'années, qui a été transféré ensuite en 1777 dans un saloir à cochons, c'est ce que vous voyez ici. Donc c'est un pot en grès de la Puisaye, assez classique, neuf quand même. Il a été acheté, et puis ensuite il a beaucoup bougé ce pot avec son contenu qui était en fait les restes momifiés, embaumés de Agnès Sorel. Il a été ensuite remis à son emplacement initial en 2005, et c'est en 2005 que nous avons donc pu procéder à l'étude paléopathologique complète des restes de cette charmante jeune fille. Alors une vue un tout petit peu plus rapprochée, vous avez l'impression que ce sont des restes qui sont squelettiques, ce ne sont pas des éléments de squelette, ce sont vraiment des restes momifiés, embaumés. Alors certes, il n'y a plus beaucoup de matière organique, mais vous voyez que lorsque les profanateurs, si je peux dire, ou en tout cas les ouvriers qui ont ouvert le tombeau initial d'Agnès Sorel en 1777, quand ils ont mis tout ceci dans l'urne funéraire, eh bien le scanner qu'on avait réalisé à l'époque nous avait montré qu'il y avait bien 4 couches stratigraphiques successives, tout en bas les éléments du pied, au-dessus les membres inférieurs, au-dessus le bassin, puis le tronc, et posé théâtralement au sommet, on avait le crâne, qui vous regarde avec ses grandes orbites, et la mandibule fragmentée en 2 bouts. Plus aucune dent restante quasiment, parce qu'elles avaient été arrachées à ce moment-là pour se faire des prothèses dentaires, des bridges, et même les cheveux en grande partie d'Agnès Sorel avaient été retirés pour faire des postiches pour la noblesse lochoise. Donc vous voyez, les mandibules sont en grande partie édentées, les seules dents qui étaient encore restantes ont été rejetées dans l'urne
funéraires parce qu'ils avaient été cassés, l'émail avait été abîmé avec les tenailles qui les arrachaient. On avait des éléments de bois, 2 essences identifiées par mes collègues botanistes, du cèdre et du chêne, et puis également des fragments de plomb, ce qui correspond exactement à la triple sépulture, le triple contenant de chêne, de cèdre et de plomb, décrit dans les chroniques historiques pour Agnès Sorel. Petit nettoyage, à l'époque j'étais en poste au CHU de Lille, petit nettoyage archéologique et anthropologique, le massif crânio-facial. Remarquez quand même une chose assez étonnante, c'est qu'elle a, je ne sais pas si vous êtes habitué à voir des crânes, mais elle a quand même des très grosses orbites par rapport à un crâne normal. Donc une petite dysmorphie, je me cache un peu parce que vous allez croire que c'est mes orbites à moi. Et de façon assez intelligente, en important une mode qui se faisait beaucoup à l'époque florentine à cette période-là, eh bien, elle a pratiqué une épilation de son front, dont on s'est rendu compte par une étude microscopique de la peau du front, et ce qui lui a permis de rééquilibrer un tout petit peu le rapport de ses grands yeux un peu globuleux avec la taille de son front et de son visage. Donc un procédé quasiment esthétique, importation d'une mode, mais à visée un petit peu personnelle. Donc c'est vraiment de la proto-chirurgie esthétique au XVe siècle. Son petit profil avec son front bombé, ses pommettes, enfin voilà, on a un rapport intime avec nos patients, comme vous pouvez vous en rendre compte. Alors, pourquoi c'est une tête momifiée et non pas des restes squelettisés? Je vais vous montrer des vues rapprochées au fur et à mesure de cette peau au niveau du front. Vous allez vous rendre compte que les seuls secteurs de crâne qui sont conservés, ce sont ces secteurs qui sont un peu grisâtres. Mais tout le reste, tout ce que vous voyez en brun clair correspond à de la peau momifiée, très très sèche, très très amincie, mais de la peau quand même, accessible à un examen microscopique, si vous préférez un examen anapathe. Et vous voyez que, eh bien, on a les sourcils qui sont très bien conservés. Pas très très épilés, on ne s'épilait pas partout, hein. Elle a tout donné sur le front mais pas trop sur les sourcils, et vous voyez qu'ils ont été conservés en plus par cet amalgame d'oxyde de plomb qui est blanchâtre. Il change de couleur en fonction du degré d'hydratation, tantôt noir, tantôt blanc, et ça c'est une interaction, juste en quelques secondes, entre son fluide de putréfaction, hein, parce que l'embaumement ne dure qu'un temps, à un certain moment quand même, l'œuvre du temps finit par faire son office. Et bien cette substance qui a un pH assez acide a interagi avec le plomb du sarcophage, réaction d'oxydoréduction, création d'un oxyde de plomb qui a figé, si on peut dire, ces chairs, un petit peu comme du formol ou autre chose. C'est vraiment un très bon fixateur et ça nous a permis la conservation jusqu'à 2006 des chairs de Agnès Sorel. Alors, quelques mèches de cheveux amalgamées avec des moisissures, avec du fluide de putréfaction également. Ça, c'est extrêmement important pour reconstituer d'une part la couleur naturelle des cheveux, parce que ne jamais croire, comme avec vous mesdames ou avec vous messieurs, ne jamais croire nos propres yeux. Je regarde personne, mais il est impossible de déterminer votre vraie couleur de cheveux juste en vous regardant. Il faudrait un examen microscopique et si possible aussi toxicologique pour détecter la présence d'éléments perturbant la couleur naturelle. Donc on ne s'arrête jamais à cette couleur-là, surtout que c'était Agnès la blonde. Eh bien, quand on regarde les cheveux, c'est plutôt sombre, et notre examen microscopique a permis de confirmer ceci. Quand on voit ses cheveux, ils ont une couleur en effet quasiment noire, mais quand on les examine au microscope, on a une confirmation de la couleur blonde naturelle en fonction de la pigmentation mélanique au niveau de la médula, donc le centre du cheveu. Alors à travers tout ça, le crâne en 3 dimensions, les éléments de la peau, avec une couleur de peau qui a pu être déterminée par la napate, des éléments de cheveux qui nous donnaient une vision réaliste de la couleur des cheveux, eh bien on a pu faire une reconstitution du visage. Crâne de face, crâne de profil, vous les avez déjà vus tout à l'heure. On fait une projection en 2 dimensions d'un objet en 3 dimensions, ce qu'on appelle un craniogramme, de face et de profil, et ensuite on peut superposer ça sur des éléments que l'histoire de l'art nous permet d'affirmer comme étant authentiques ou réalisés d'après nature, ou du moins le gisant de Loche réalisé d'après le masque mortuaire de Agnès Sorel. Vous avez bien compris que nous, médecins légistes, anapathes et archéoanthropologues, on travaille main dans la main avec des historiens purs et durs, également avec des historiens de l'art, avec voilà, toutes les spécialités. Les sciences humaines et les sciences dures se tiennent par la main, voire pire. Alors voici le gisant de Loche, qui est honnêtement une des plus belles créations du milieu du XVe siècle, tellement beau que je me suis marié juste à côté. Et vous voyez, quand on fait une projection en 2 dimensions, mais sans déformer l'image bien entendu, il ne s'agit pas de truquer des données scientifiques, quand on fait une projection en 2 dimensions de l'un sur l'autre, on a une correspondance anatomique parfaite.
qui correspond à l'encelure nasale, le positionnement des apophyses mastoïdes, le philtrum, c'est-à-dire le maxillaire supérieur, le positionnement des orbites, même le pli des paupières à l'union des 2 tiers supérieurs et du tiers inférieur. Bref, sur le plan anatomique, on a vraiment une correspondance qui est parfaite. Et quand on superpose la reconstitution du visage faite par un procédé médico-légal, vous savez, on superpose sur le crâne des épaisseurs stéréotypées de peau, de muscles et de tissus adipeux, de la même façon, on a une correspondance anatomique parfaite, sauf l'oreille. C'est vrai que le pavillon de l'oreille, c'est un tout petit peu difficile, et ça, la science est vraiment dans l'impossibilité actuelle de reconstituer un pavillon de l'oreille. On sait où se met le conduit auditif externe, bien entendu, lui, il ne bouge pas, il est osseux. Le pavillon, lui, c'est un petit peu plus touché. Donc là, même chose avec le visage en totalité, même chose quand on superpose aussi des épaisseurs de peau. Et même les sourcils, qui correspondent aux sourcils du gisant. Alors on a fait la même chose sur un autre masque, qui est le masque de Bourges, qui est conservé au musée du Berry, qui a été lui réalisé, et c'est l'avantage du vivant d'Agnès Sorel, quand elle était à la cour du roi René, à Angers. Et c'est là qu'elle a connu d'abord la femme de Charles VII. Le rapport était, voilà, pas extraordinaire, mais par contre les rapports étaient beaucoup plus chauds, si on peut dire, avec Charles, vous l'avez compris. Donc on a une superposition parfaite dans tous les plans de l'espace, et là où ça devient intéressant, c'est qu'on ne peut pas photographier le profil du gisant de Loche. En revanche, on peut photographier le profil du gisant de ce masque, et là on a une correspondance anatomique parfaite, notamment cette courbure du front qui est totalement correspondante. Bref, ça commence à faire pas mal d'arguments archéologiques, anthropologiques, histoire de l'art. Ça commence à tenir la route sur le plan de l'identification médico-légale. Juste pour le plaisir, je vous superpose là le visage reconstitué et on a à nouveau une correspondance parfaite. Alors, on a fini aussi cette reconstitution en utilisant une nouvelle méthode qui est beaucoup plus réaliste, qui est ce visage-là reconstitué par petits bouts par mon collègue Philippe Freuch, membre de mon équipe. Alors, arrivons un tout petit peu au pharmacos, puisque c'est un peu la promesse qui vous avait été faite. Pas mal de restes d'embaumement ont été identifiés à l'intérieur de ce qui restait des organes. Vous avez compris qu'une grande partie avait été retirée et déposée à Juniège, mais il y avait encore des fragments qui restaient dans le volume corporel, et puis d'autres qui avaient été apportés au moment de l'embaumement, donc des éléments extérieurs. On a retrouvé du poivre maniguette, c'est-à-dire du poivre noir d'Afrique de l'Ouest, dont c'est d'ailleurs la plus vieille occurrence en Occident, 1450. Avant, la plus vieille occurrence paléobotanique était de 1550. Donc, le cadavre d'Agnès Sorel a fait reculer de 100 ans la présence du poivre noir en Occident, comme quoi ça mène à tout, la médecine légale. Les fruits et les graines de mûrier blanc ont également été retrouvés, des fragments de rhizome qui ont été secondairement identifiés comme étant du gingembre, et un tout petit peu de curcuma aussi, et puis de nombreux végétaux malheureusement qui étaient trop abîmés pour être identifiables. Et puis, l'examen des cheveux qui a été fait au synchrotron de Grenoble. Les cheveux ont été coupés en 40 000, non pas dans la longueur, mais dans l'épaisseur. Au niveau du bulbe, c'est-à-dire dans les 48-72 heures jusqu'à 96, qui ont précédé le décès de l'individu, eh bien on s'est rendu compte qu'il y avait du soufre partout, ce qui est logique, hein, c'est le constituant essentiel du cheveu, avec le carbone, l'oxygène bien entendu. On a retrouvé aussi du plomb, mais le plomb, comme vous le voyez sur cette coupe du cheveu, était présent surtout sous la forme d'une croûte à la surface du cheveu, ce qui est logique, c'est cet oxyde de plomb que je vous ai décrit tout à l'heure, qui réalise d'ailleurs une sorte de teinture post-mortem du cheveu. Et puis, et c'était ça la surprise, on a retrouvé du mercure Hg en très très grande quantité, quasiment 80 mg par gramme, au niveau de la racine du cheveu. C'est le côté gauche sur la diapositive, en rouge, plus c'est rouge, plus il y en a, et du côté droit, eh bien, on commence à aller, là, cette fois-ci, sur la longueur du cheveu. On avait des cheveux qui étaient conservés sur 23 cm au maximum. Vous savez que les cheveux poussent de 1 cm par mois. Donc vous, on a à peu près 3 ans de prise de toxiques, par exemple. Ça peut être passif, il n'y a pas de souci. Donc on peut trouver du tabac, on peut trouver de l'alcool, on peut trouver du cannabis, de la cocaïne, de l'héroïne, tout ce qui est possible et imaginable. Dans ces périodes-là, évidemment, on cherche surtout des métaux lourds, hein, c'est ce qui est le mieux préservé. Et en l'occurrence, ça nous permet sur 1 cm, tous les 1 cm, on a 1 mois de prise de toxiques, ce qui nous permet une linéarité. Donc 80 mg par gramme au niveau du bulbe, c'est un taux de mercure qui est mortel, qui correspond à une intoxication sur-aiguë en mercure, ce qui provoque d'ailleurs une diarrhée monumentale. Pensez au flux de ventre décrit par Jean Chartier.
en partie sanglante, avec des désordres hydroélectrolytiques extrêmement importants qui finissent par entraîner une torsade de pointe, un trouble du rythme cardiaque paroxystique et un décès avec en plus une défaillance multiviscérale, les reins, le foie, etc., qui commencent à défaillir. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'on a trouvé un taux qui est 800 fois moins, alors 10 fois puis 800 fois moins toxique. Il est toxique mais il n'est pas mortel dans le reste du cheveu. Vous voyez sur ce cheveu de 11 cm qui a été analysé par mon collègue Joël Poupon à l'hôpital Lariboisière, on a un taux moyen de 8 mg par gramme, c'était 80 au niveau du bulbe, donc c'est 10 fois moins. Et sur le reste du cheveu, on a un taux qui est dans les limites de la normale. Ce qui signifie que Agnès Sorel a pris du mercure en très grande quantité au moment de son décès, dans les moments qui ont précédé son décès, provoquant vraisemblablement la mort, et tout le reste, elle était traitée par du mercure à un taux qui est toxique mais pas forcément mortel. Et pourquoi? Eh bien, on a retrouvé des parasites à l'intérieur de ce qui restait un tout petit peu de sa cavité abdominale. Vous imaginez bien que quand l'embaumement a été fait, les viscères ont été retirés, mais ça a dû éclater un tout petit peu. Je vous passe les détails, c'est l'heure du petit-déj encore. Et du coup, on a trouvé énormément de parasites intestinaux à l'intérieur de ce qui restait du volume corporel. Et le mercure est un des traitements provoquant cette purge intestinale de ces parasites. Sauf qu'elle, elle a pris un taux toxique, puis un taux mortel. Et c'est là que s'arrête le travail du médecin légiste ou du paléopathologiste. Je ne sais pas si c'est un accident thérapeutique, une erreur de dosage. Je ne sais pas si c'est un assassinat ou un meurtre. Ou je ne sais pas si c'est un suicide, car il est possible qu'elle se soit suicidée, la pauvre Agnès Sorel. Dans son volume corporel, on a également retrouvé volume de l'urne funéraire. On a également retrouvé les restes d'un enfant de 7 mois, 2 vertèbres et un fragment de crâne. Dont on sait par les chroniques historiques, Jean Chartier, qu'elle avait accouché quelques jours précédemment, et c'est un enfant dont on sait qu'il était de sexe masculin et qu'il ne lui a pas survécu. Et c'était la coutume au Moyen-Âge, quand les deux mouraient à peu de temps, de les enterrer l'un à côté de l'autre, et vous voyez qu'au moment de la réunion, de la réduction de corps en 1777, ils ont été enterrés l'un avec l'autre. Dans ce contexte-là, l'hypothèse suicidaire ne peut pas être exclue, mais à nouveau, ça sera aux historiens de chercher dans les archives ou de confronter les sources pour résoudre ce problème. Deuxième, ou plutôt seconde patiente, Diane de Poitiers. On fait beaucoup dans les maîtresses, hein, c'est une grande spécialité française pour les puissants. Passé, actuel, je ne sais pas. On le saura plus tard. Diane de Poitiers, donc, elle est morte à Annette. C'est la favorite officielle du roi de France, Henri II. Elle est née en 1499, elle est morte en 1566, à l'âge de 66 ans. Elle était magnifique quand elle était jeune. Bon, après elle a vieilli. Et elle avait une dizaine d'années de plus que son royal amant, et donc sans faire de grivoiserie ou de propos de salle de garde, il fallait qu'elle maintienne un petit peu le niveau, si vous voyez ce que je veux dire, dans l'intimité. Et vous allez voir qu'elle est allée chercher des recettes aux confins entre la médecine, l'alchimie et la magie, ce qui est assez intéressant. Alors vous la voyez à gauche quand elle était jeune, franchement pas mal. Et puis à droite, vous la voyez au terme de l'évolution de, non pas une longue maladie, mais une longue intoxication. Vous allez voir à quoi, même si je pense que certains d'entre vous peut-être connaissent déjà un tout petit peu l'histoire. Alors voici son, non pas gisant, mais son tombeau, qui est en fait un tombeau factice, c'est un leurre. Le corps n'est pas dans l'urne noire que vous voyez ici, mais en dessous, dans la crypte. Mais c'est pas là que nous l'avons retrouvé. Diane de Poitiers a été embaumée par Ambroise Paré en 1566, chirurgien, et elle est restée impeccable, parfaite, jusqu'en 1795, où les révolutionnaires vont venir profaner son tombeau, et les révolutionnaires vont ouvrir la sépulture, vous avez vu, hein, dans la crypte, transformer d'ailleurs cette crypte en une cave à vin. Il paraît que le goût du vin était exceptionnel, bon, on imagine un peu. Et puis surtout, ils vont récupérer le plomb du sarcophage et couler des balles patriotes, récupérer le cadavre de Diane de Poitiers et le laisser comme ça tel quel. Il paraît qu'elle était dans un état impeccable. La peau encore souple, rosâtre, les vêtements en taffetas noir et blanc magnifiques. Sauf que les cadavres du XVIe siècle, quand c'est ouvert à la fin du XVIIIe siècle, c'est un peu comme les fraises, ça ne se conserve pas longtemps. Et du coup, elle a commencé à se décomposer, à se putréfier. Et par mesure de salubrité publique, hein, c'est pas le comité de salut public, c'est la salubrité publique, on a ouvert la fosse commune et on l'a projetée d'une hauteur de 3 mètres. C'est la fosse commune que vous voyez ici, coincée entre deux tombeaux modernes et le mur de l'église. C'est là que nous sommes allés la rechercher il y a maintenant plus de 8 ans.
Et les chroniques nous disent qu'elle s'est un petit peu éparpillée façon puzzle, pour faire une référence à Valentino Valentini, le dernier acteur des Tontons Flingueurs qui est mort il y a 2 jours. Et vous allez voir que sur le plan archéologique, en effet, on l'a retrouvé un peu éparpillé. Le corps s'était en partie... voilà, il tombait en lambeaux littéralement. Donc fouille archéologique, ici la mandibule dans les mains d'un fouilleur, et puis vous avez aussi le squelette des 2 petites filles de Diane de Poitiers qui ont été découvertes dans la crypte par les profanateurs et déposées de la même façon dans la fosse commune par les révolutionnaires. Alors, on connaissait le procédé d'embaumement de Diane de Poitiers par Ambroise Paré, qu'il décrit dans son traité des rapports et des moyens d'embaumer les corps morts. Donc c'était intéressant de confronter la théorie à la pratique. C'est toujours ça qui nous intéresse dans cette pratique de paléopathologie et même de pathographie. C'est la paléopathologie des gens qui ont un nom. Et bien voir si l'histoire dit vrai, tout simplement. Alors on a pu identifier le squelette de Diane de Poitiers parce que c'était le seul individu qui était de sexe féminin, adulte mature, plus de 45 ans, en l'occurrence un état d'arthrose qui était totalement compatible avec 65 ans, et puis surtout une fracture tibiale et même de jambe ancienne, dont on sait qu'elle avait été traitée par le même Ambroise Paré 1 an avant la mort. Stature estimée à 1,57 m, ce qui correspond aux données contemporaines, avec quelques limites, parce que ça a été estimé juste à partir d'un os, et en plus, le seul os intact, et en plus un os du membre supérieur. Donc, ça, c'est vraiment dans les limites de l'anthropologie physique. Pas mal de lésions d'arthrose, arthrose cervicale, arthrose au niveau des extrémités, homarthrose, donc au niveau des épaules, et vous voyez qu'elle est bilatérale, avec ce bourrelet ostéophytique tout autour de la glène, également sur la tête de l'humérus, arthrose au niveau du sternum, et puis des pertes dentaires extrêmement importantes, plus que 4 dents restantes au niveau de la mandibule, mais de la même façon, elle pouvait compter sur le super Ambroise Paré, qui lui avait fait faire une prothèse dentaire, une sorte de bridge au niveau des incisives qui étaient perdues en ivoire d'hippopotame. Vous savez que l'ivoire d'hippopotame noircit beaucoup plus lentement que l'ivoire d'éléphant. Ça pourra vous servir peut-être un jour. Donc voici les bridges qui avaient été réalisés par Ambroise Paré et qu'il décrit à nouveau dans l'un de ses 10 livres de chirurgie. Alors il ne dit pas qu'il l'a fait pour Diane de Poitiers, mais on le sait par des contemporains, notamment Talleyrand des Réaux, qui nous dit qu'elle avait un sourire inimitable. C'est à la limite du compliment et de l'ironie. Alors des lésions d'arthrose temporomandibulaire, et puis surtout ce membre inférieur qui nous intéresse avec cette fracture de jambe. Alors vous avez une fracture là qui est récente, qui est celle d'un étudiant de mon laboratoire qui, comme vous voyez, n'a pas été validé. Et puis vous avez aussi une angulation et une fracture ancienne qui est bien visible à l'examen scanographique, puisqu'on réalise quasiment de façon systématique un examen scanographique de tous ces corps anciens pour avoir un double numérique. Donc ici, elle a piqué salpêtrière, et vous voyez ici, c'était une fracture par engrainement, avec ici, sur cette coupe, la superposition des 2 fragments, donc une petite perte de longueur, mais néanmoins, c'était une fracture ouverte qui aurait dû surinfecter, mais c'était sans compter sur l'esprit, pragmatique de Ambroise Paré, qui faisait une détertion, qui retirait le pus, qui déposait un petit peu de cuivre et de charbon sur cette blessure pour qu'elle puisse cicatriser. Donc cet aspect pragmatique et terre-à-terre a permis une guérison d'une fracture ouverte qui normalement aurait dû totalement surinfecter. On avait aussi des condylolytifs externes qui présentaient une inflammation parce qu'elle se baignait tous les jours dans une petite rivière plutôt froide, et ça c'est une lésion qu'on connaît bien, une otite chronique externe. Ça a été décrit chez les pêcheurs d'éponges minoens. Et vous voyez que ça se retrouve également chez une favorite royale du XVIe siècle. Une seule dent restante qui a été sacrifiée pour de la génétique, sacrifiée pour rien, on n'a pas retrouvé l'ADN. La mandibule, vous la connaissez bien. Et puis vous voyez surtout cette évolution clinique de Diane de Poitiers qui va maigrir, qui va perdre ses cheveux, perdre ses dents, perdre sa masse osseuse. On avait des ossements qui étaient complètement ostéoporotiques. Malgré tout, vous voyez la fracture à consolider, ce n'est pas le même mécanisme. Et puis une pâleur dont Talleyrand des Réaux nous dit aussi qu'elle n'avait pas besoin d'artifice pour se blanchir la peau, elle était naturellement blanche. Et voilà, ce qui nous oriente peut-être vers une notion d'anémie, c'est possible. Alors, on aime toujours faire ces superpositions, mais là c'est vraiment à la limite de la représentativité, et ça n'est pas pour nous un argument d'identification médico-légale. Je vous présente juste pour iconographie, entre ce maxillaire
et le dernier portrait, qui est une sanguine de Clouet conservée à Chantilly, et puis même chose avec la mandibule. C'est juste pour l'exemple. Honnêtement, ça n'a aucune valeur d'identification. Le sacrifice de la dent, et surtout ce qui nous intéresse pour les toxiques, ce sont les cheveux. Une mèche de cheveux a été conservée par les révolutionnaires en 1795 lors de la profanation de la sépulture, mais également ce qui nous intéresse, ce sont, vous voyez ces cheveux, un bulbe qui est ici, une blanche, les cheveux qui sont de deux colorations, des cheveux qui sont encore un tout petit peu blond-roux, et d'autres qui sont blancs, ce qu'on appelle une canicie, donc une chevelure qui est hétérogène, ce qui est assez souvent le cas, à cet âge-là, 66 ans. Et puis des dépôts noirâtres dans les cheveux. Ce n'est pas des pellicules, hein, ce n'est pas des péloches, ce sont des produits d'embaumement, tout simplement, qui étaient encore présents, adhérents aux cheveux, et qui sont intéressants pour nous. C'est-à-dire que si on trouve des toxiques dans les cheveux, il faut qu'on vérifie si ce ne sont pas des toxiques qui sont rentrés de l'extérieur en post-mortem, venant tout simplement de ces produits d'embaumement. Et puis il y a autre chose que je vous ai cité tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle le fluide de putréfaction solidifié. Vous en avez ici des dépôts extrêmement importants au niveau de l'atlas, la première vertèbre cervicale. Vous voyez, ce sont ces dépôts qui sont rougeâtres, rouges un peu vifs, parce qu'il y a beaucoup d'hémolyse, beaucoup de sang qui sont conservés. Quand on examine ça au microscope, on a beaucoup d'hématies agglutinées, certaines lysées, d'autres qui sont un peu spiculées parce qu'il y a eu un choc osmotique, d'autres qui sont ratatinées. Et ça fourmille, sans faire de jeu de mots, d'éléments qui traduisent tout ce qui était à l'intérieur du volume corporel au moment où il s'est décomposé et putréfié. Eh bien, qu'est-ce qu'on a mis en évidence dans cette mèche de cheveux sur toute la longueur, pas plus au niveau du bulbe que sur le reste de la longueur, et au niveau de ce fluide de putréfaction, et qu'on n'a pas retrouvé au niveau des produits d'embaumement, eh bien, c'est de l'or. On a retrouvé de l'or en très grande quantité. Ce qui se passe, c'est qu'Agnès Sorel, Diane de Poitiers, je confonds les patientes, c'est que Diane de Poitiers prenait, et ça on le sait à nouveau par Fernand Berréo, elle prenait une décoction de ce qu'on appelle de l'or potable. L'or potable, on est, je vous l'ai dit, aux confins entre la magie, l'alchimie et la médecine. On considère que l'or, attribut du soleil, l'or, métal inaltérable, va constituer une sorte d'élixir de jouvence et va rendre inaltérable celui qui l'absorbe. Sauf que normalement, on est dans une théorie qui est un petit peu celle des signatures, et on va prendre l'esprit de l'or. On va prendre un objet en or, une alliance, une pièce, un bijou quel qu'il soit, et on va le mettre dans un verre d'eau cristalline, on va le laisser tremper quelques instants, et ensuite on retire cet objet et on boit l'eau. Donc c'est l'esprit de l'or, quasiment de l'homéopathie, mais je ne rentre pas dans ce débat, qu'on va ingurgiter, et ne nous fâchons pas, et qu'on va ingurgiter à l'intérieur du corps humain. Sauf que là, la pauvre, si je peux dire, Diane de Poitiers, est tombée sur un apothicaire qui n'était pas véreux. Ceci n'a aucun rapport avec la phrase précédente sur l'homéopathie. Un apothicaire qui n'était pas véreux et qui lui a fait, ou du moins qui n'était pas alchimiste, mais qui était un vrai préparateur chimique. Véreux, je plaisante bien entendu. Mais c'était une vraie préparation chimique et non pas alchimique, au sens esprit. Et elle buvait une vraie décoction d'or tous les matins, ce qui malheureusement a fini par l'abîmer au fur et à mesure. Et ce qui est intéressant, c'est que plus elle vieillissait, c'est-à-dire plus elle faisait les effets secondaires d'une prise chronique d'or, plus elle augmentait la dose d'or. Et on a une dose croissante, en étant toxique mais toujours pas mortelle, un petit peu comme un patient qui prendrait de l'allocrysine et qui doublerait la dose un peu tous les 6 mois. Et donc elle a fait tous les signes cliniques de l'intoxication chronique en or: insuffisance hépatique, insuffisance rénale, perte dentaire, ostéoporose, chute des cheveux, et puis à la fin, peut-être une anémie centrale aussi, avec ce teint diaphane, et pour ne pas dire très pâle que je vous racontais, et puis à la fin, ça a fini par faire vraisemblablement une défaillance multiviscérale, et par la tuer. Ça, à la fin, on ne la connaît pas. Tout ce qu'on peut dire, c'est que son état physique a été passablement débilité, pour prendre un terme médical, par cette intoxication chronique en or. Mais là, c'était une intoxication qui était volontaire, il ne s'agit absolument pas de quelque chose de criminel. Voilà, je m'arrête là. J'espère, avec ces 2 patients issus du passé, vous avoir montré à quoi ressemblent des pharmaceuses médiévaux et de la Renaissance. Je vous remercie.